Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'assurance vie. En effet, l'assurance vie, c'est une solution quasiment magique pour réussir parfaitement votre transmission. Et Guillaume, dans un dernier podcast, on avait déjà dit que l'assurance vie était le meilleur placement dans tous les cas. Donc aujourd'hui, on continue sur cette assurance vie et on va plutôt axer sur la partie transmission. C'est bien ça ? Et oui, c'est bien ça, puisque on le comprend ici, l'assurance vie, elle offre différents avantages. En effet, c'est une solution de placement qui est très intéressante parce que on va pouvoir diversifier à l'intérieur. Ça, on l'a vu et on l'a déjà dit, ça permet d'avoir des rendements sur son épargne. Mais en plus de ça, effectivement, l'assurance vie, ça offre de très belles possibilités pour choisir à qui on va transmettre son argent et pour transmettre cet argent avec un coût fiscal qui est bien plus intéressant que si on laissait ça dormir sur nos comptes courants, par exemple. Et avant de parler de l'assurance vie, aujourd'hui, quand on veut transmettre, on parle souvent des enfants. Et si on n'a pas d'enfants, on va souvent parler des frères et sœurs ou des parents pour la transmission ou des neveux et nièces. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il existe déjà des abattements quand on veut transmettre à nos enfants ou à nos parents ou à nos frères et sœurs? Est-ce qu'il existe des abattements dans la loi française qui font qu'on peut déjà transmettre une partie de son patrimoine sans payer de droits? J'insiste là-dessus, quand on parle d'abattement, c'est pour ne pas payer de droits de succession ou de droits de transmission. C'est ça, c'est les sommes d'argent jusqu'auxquelles on ne va pas avoir à payer et au-delà, on va commencer à payer des droits de succession et là, ça va dépendre du lien de parenté comme tu l'as dit. Pour les abattements, effectivement, l'abattement le plus connu, c'est l'abattement entre parents et enfants qui est disponible une fois tous les 15 ans. Et cet abattement, il est de 100 000 euros. Ça veut dire que tous les 15 ans, on peut donner jusqu'à 100 000 euros sans que l'État ne prenne un centime d'imposition dessus. Au-delà, on sera taxé. Et si on ne fait pas de donation ou que les donations n'ont pas été faites dans les 15 dernières années, au moment du décès, il y a un abattement également de 100 000 euros entre parents et enfants. Et c'est la même chose entre enfants et parents. C'est tout à fait vrai. Et donc ça, c'est l'abattement qu'on peut trouver qui est le plus important. Et plus on va s'éloigner en termes de lien de parenté, plus les abattements vont être amenés à diminuer. Et afin de connaître ces différents abattements, on vous rappelle qu'on a fait un épisode spécifique sur les droits de succession. Et cet épisode, c'est le numéro 20. Donc vous pouvez tout à fait aller l'écouter pour en apprendre davantage sur les différents abattements et sur les droits de succession. Et avec Guillaume, on va parler ici de l'assurance vie pour transmettre au-delà des abattements légaux qu'on vient d'expliquer à l'instant. L'assurance vie, ça permet donc de transmettre plus grâce aux abattements qu'il existe sur ce contrat. On en parlera juste après. Avant ça, on va savoir à qui on transmet. Et pour savoir à qui on transmet, on va rédiger une fameuse clause bénéficiaire. Oui, et cette clause bénéficiaire, pour expliquer un peu ce que c'est tout simplement un écrit qui est concrètement lié à votre contrat d'assurance vie. Cet écrit, il vous permettra de désigner les bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie et ce sont donc ces bénéficiaires qui vont récupérer l'argent qui aura été épargné tout au long de votre vie sur votre contrat ou sur vos contrats. Vous pouvez en avoir plusieurs des contrats d'assurance vie. Alors j'ai l'impression que là d'un coup ça devient très compliqué, Guillaume. Est-ce que on est accompagné quand on rédige une clause bénéficiaire et est-ce qu'il existe quelque chose de standard que la plupart des Français font ou du moins une clause standard prévue par les assureurs? Alors oui, on peut être accompagné si on a un bon conseil, si on est accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine comme le cabinet Bonnet Doyen Conseil. Si vous passez par d'autres solutions ou par un conseil bancaire ou une banque en ligne, il existe bien sûr une clause standard qui est présente chez tous les assureurs. Et Jérémy, qu'est-ce qu'il y a dans cette clause standard ? La clause standard est la plus utilisée et pourtant c'est bien dommage car plusieurs millions partent à l'État du fait que cette clause standard ne soit pas changée. C'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on désigne au début son conjoint non séparé de corps judiciairement ou son partenaire de Pacs, puis à défaut par parts égales ses enfants nés ou à naître vivants ou représentés, et enfin à défaut ses héritiers. Donc vous comprenez bien que la première personne concernée dans cette clause standard, c'est le conjoint ou le partenaire de Pacs. Il existe également une clause standard rédigée pour les enfants, mais la plupart du temps, la première clause, c'est celle qui s'adresse au conjoint et au partenaire de Pacs. Guillaume, quand j'entends ça, et que je sais que la loi TEPA de 2007 exonère déjà le conjoint, à quoi sert cette clause de mettre le conjoint en premier bénéficiaire? Alors bien souvent, cette clause standard, elle met le conjoint ou le partenaire de Pacs en premier bénéficiaire, tout simplement parce que ça permet la protection de ce conjoint ou de ce partenaire de Pacs. Imaginons que je vienne à décéder, mon souhait, c'est quand même le plus souvent
d'avoir cet argent qui soit versé à mon conjoint ou mon partenaire de Pacs parce que lui va de manière certaine pouvoir gérer l'argent pour des enfants qui sont peut-être encore mineurs au moment où je peux décéder. C'est donc pour ça que la clause bénéficiaire standard, elle stipule que c'est le conjoint ou le partenaire de Pacs qui reçoit l'argent. Et bien sûr, le rôle de bon conseiller en gestion de patrimoine, c'est de la faire bouger avec le temps, cette clause bénéficiaire. C'est de ne pas rester sur cette clause standard, parce que toutes les situations sont différentes, et encore plus quand on avance dans l'âge. Donc déjà, premier élément que tu viens de nous dire, la clause bénéficiaire, on peut la faire évoluer à tout moment. Et oui, bien sûr, vous pouvez modifier à tout moment votre clause bénéficiaire tant que vous êtes en capacité juridique de le faire. Quand on parle de capacité juridique, on parle ici du fait, attention à l'abus de faiblesse, quand on devient une personne âgée, voire très très âgée, il peut y avoir des abus de faiblesse. C'est pour ça que cette capacité juridique, on la regarde auprès d'un médecin, des fois dans certains cas, et c'est un médecin qui va valider que la personne a encore toute sa tête pour rédiger une nouvelle clause bénéficiaire. C'est un point très important, car oui, une clause bénéficiaire qui serait modifiée après 90 ans pourrait peut-être être contestée par les héritiers qui auraient été, non désignés dans cette clause bénéficiaire. Point important, du coup, on parle de la clause bénéficiaire depuis tout à l'heure, mais on ne sait même pas quels sont les abattements ou qu'est-ce qu'il est prévu sur une assurance vie lorsque les sommes vont arriver aux personnes désignées par cette clause bénéficiaire. Est-ce qu'il y a un avantage à passer par l'assurance vie pour transmettre des sommes d'argent ? Et oui, c'est là où on va revenir à cette solution qui est un peu magique. On se souvient qu'au début du podcast, on parlait d'abattements légaux qui sont de 100 000 euros par parent par enfant. Et l'assurance vie va, elle, nous offrir un abattement supplémentaire de 152 500 euros par bénéficiaire, en plus de ces 100 000 euros qui étaient possibles entre parents et enfants. Autre spécificité, cet abattement supplémentaire, il peut s'appliquer à toute personne que l'on désigne comme bénéficiaire. Ce n'est pas limité aux enfants, aux frères et sœurs ou même aux oncles et tantes. Ça peut être un ami. Je précise également que ici on parle de l'article 990I du Code général des impôts. C'est lui qui dit qu'on peut avoir un abattement supplémentaire par bénéficiaire de 152 500 euros. Cela concerne par contre les versements que vous aurez effectués avant vos 70 ans. Guillaume, j'ai plusieurs éléments à reprendre parce que ça me paraît magique tout d'un coup, cette assurance vie. Déjà, premièrement, tu nous as parlé de par bénéficiaire. Ça veut donc dire que si je mets 5 bénéficiaires dans mon assurance vie, je peux donc transmettre 750 000 euros à peu près hors droit de succession. C'est tout à fait ça. On va pouvoir multiplier cet abattement selon le nombre de bénéficiaires que l'on va désigner. Donc si j'en mets 10, c'est 1 500 000 euros. Tout à fait. Et on peut très vite arriver à ce type de solution. Imaginons que tu aies plusieurs enfants, eux-mêmes ont des enfants, tu as donc des petits-enfants, tu peux désigner tout le monde. Et autre spécificité de l'assurance vie, c'est que tu peux même aller plus loin en mettant des pourcentages pour chacun. Tu peux vraiment faire ce que tu veux avec une clause bénéficiaire pour que tes choix soient respectés complètement par l'assureur. Donc ça veut dire que je peux très bien choisir de mettre 5% à X et 95% à Y. C'est exactement ça, oui. Ok, c'est hyper intéressant. Point important, parce que là tu nous parles de l'abattement, mais du coup, qu'est-ce qui se passe après cet abattement ? Après ces 152 500 euros, comment sont imposées les prochaines sommes qui arrivent ? Imaginons, j'ai mis qu'un seul bénéficiaire et j'ai 1 million d'euros sur ce contrat. Les 152 500 euros, j'ai bien compris, ne sont pas taxés, mais après, à combien c'est taxé ? Alors, au-delà des 152 500 euros, on va être sur une taxation à 20%. Et cette taxation à 20%, elle va s'appliquer sur les 700 000 euros qui suivent. Donc, tu comprends, toi, tu vas être en partie exonéré, c'est les 152 500 euros. Ensuite, tu vas être taxé à 20%. Et au-delà de ces 700 000 euros, tu seras taxé cette fois-ci à 31,25%. Et je le répète, cela, peu importe le lien de parenté que tu auras avec le bénéficiaire désigné. Alors ici, c'est incroyable. Là, vous ne croyez pas ce que vous entendez, mais effectivement, quand on est sur une taxation entre frères et sœurs, on est plutôt aux alentours des 35 et 45% après un abattement qui est minime. Vous irez là voir notre podcast qu'on a déjà dit dans un premier temps. Et en plus de ça, là, je parle des frères et sœurs où il existe un abattement, il existe des droits plus faibles. Mais imaginons qu'on prenne quelqu'un, un proche, mais qui n'est pas de notre famille. Là, il n'y a pas d'abattement. Et en plus de ça, les droits de succession sont de 60%. Donc là, vous passez à 152 500 euros d'abattement, puis 20% jusqu'à 700 000 euros, puis 31,25% au-delà. Vous imaginez ou pas la différence par rapport à une épargne qui serait sur un compte chèque. Juste pour vous faire un exemple très concret et un calcul assez simple, si on place 400 000 euros sur une assurance vie, on a donc 152 500 euros d'abattement et qu'on n'a qu'un seul bénéficiaire. Je parle du principe qu'on n'a qu'un seul bénéficiaire ici. On a donc 152 500 euros d'abattement et ensuite les 250 000 euros restants vont être taxés à 20%. Ça vous fait donc à peu près 50 000 euros de fiscalité. C'est 400 000 euros sur un compte chèque. Si on a déjà du patrimoine immobilier de l'abattement et consommé pour les 100 000 euros,
Et donc, ces 400 000 euros sont taxés directement au barème en fonction du lien de parenté. Donc, des fois à 60%, soit 240 000 euros de droits pour 400 000 euros transmis, ou au barème de parents-enfants, et là, on est déjà à 20%, puis 30, puis 40, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que par rapport à un compte chèque, l'assurance vie pour la transmission, c'est juste vraiment magique. Et Jérémy, donc moi je l'ai dit, avant 70 ans, on a cet abattement qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe si on utilise l'assurance vie, mais après 70 ans cette fois-ci? Alors là, la donne change, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. On a un abattement supplémentaire de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Vous comprenez bien que avant ça, c'était 152 500 euros par bénéficiaire. Et après 70 ans, c'est pas l'âge du décès qui compte, c'est bien l'âge des versements. Donc si vous versez après 70 ans sur un contrat d'assurance vie, si vous complétez votre contrat d'assurance vie, cet argent qui va être versé bénéficiera cette fois-ci d'un abattement de 30 500 euros pour l'ensemble des bénéficiaires. Ça veut donc dire que l'ensemble des bénéficiaires va se partager un abattement de 30 500 euros. Imaginons que vous ayez mis 30 000 euros réellement et que vous ayez 3 bénéficiaires, ils auront donc 10 000 chacun exonérés, mais si vous mettez 300 000 euros, c'est toujours le cas. Ils auront toujours 10 000 euros seulement chacun d'exonérés. Le reste sera imposé. Et imposé comment? Au droit de succession. Donc ça veut dire que ça revient dans la succession. Et là, si c'est un proche, tant mieux. Par contre, si c'est quelqu'un qui ne fait pas partie de votre famille, c'est très compliqué car c'est 60% de droit sur ce qui a été versé en plus. Et malgré tout ça, l'assurance vie, ça reste intéressant, même si on a plus de 70 ans, puisqu'il y a une spécificité qui fait que les intérêts qui auront été générés avec le capital, eux, sont pour le coup exonérés. Donc, imaginons qu'on ait fait un versement à nouveau de 100 000 euros sur le contrat d'assurance vie à 71 ans. Il nous reste quand même quelques belles années à vivre. On peut aller jusqu'à 91 ans. Il peut donc y avoir 20 ans de placement entre le moment du versement du capital et le moment de notre décès. Tous les intérêts qu'on aura générés avec ces 100 000 euros seront, eux, exonérés. Donc, ça peut aussi être très intéressant de penser à l'assurance vie, même après 70 ans. Tout à fait, Guillaume. Je pense que pour refaire un point plus global, un rendez-vous personnalisé avec un conseiller comme Guillaume ou comme moi pourrait vous permettre de bien comprendre et de bien appréhender les avantages et les inconvénients d'un tel contrat d'assurance vie. En tout cas, sachez que l'assurance vie n'est pas réservée qu'à la transmission, mais c'est l'un des axes majeurs qui a fait ce contrat à l'époque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se tournent vers ce contrat à 60, 65, 69 ans. Sachez qu'il faut même s'y tourner dès 25 ans. Car au-delà de ça, l'assurance vie, c'est aussi une épargne qu'on peut investir et qu'on peut récupérer à tout moment. Mais quand on parle d'investir, c'est réellement investir sur des supports financiers. Et c'est là où on va essayer de rentabiliser son épargne et d'avoir un rendement sur son épargne. Et pour aller plus loin sur une clause bénéficiaire, il faudrait même parler de la clause démembrée. Mais ça fera l'objet d'un prochain podcast, car je pense que là, vous avez déjà eu assez d'informations pour aujourd'hui entre l'article 990I, on le rappelle, du Code général des impôts qui permet un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros et l'article 757B du Code général des impôts pour les versements après 70 ans avec l'abattement pour l'ensemble des bénéficiaires de 30 500 euros. Et dernière précision pour répondre à une question que beaucoup pourraient se poser en nous écoutant aujourd'hui. Si vous êtes un peu malin, vous pouvez déjà vous dire mais je vais ouvrir plusieurs contrats d'assurance vie pour avoir plusieurs fois l'abattement de 152 500 euros. Malheureusement pour vous, cet abattement, il est disponible qu'une seule fois par bénéficiaire, peu importe le nombre de contrats que vous avez. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez aller écouter notre podcast numéro 6. L'épisode 6, c'est l'assurance vie est meilleure que le livret A. Et ça, c'est sûr à 100%. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous permettra d'être plus visibles et de continuer à vous proposer du contenu chaque semaine. Et laissez-nous un commentaire si vous le souhaitez également, ça nous fera plaisir. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.